Quand on parle de traduction, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Souvent, on imagine une sorte de remplacement mécanique, un mot pour un autre. Mais que se passe-t-il vraiment dans les coulisses, entre une langue et une autre? Accrochez-vous, parce que la réalité est bien plus complexe et franchement, bien plus fascinante qu'on pourrait le croire. Voilà, cette citation met parfaitement le doigt dessus. L'idée qu'on se fait tous de la traduction, ce simple copier-coller linguistique, eh bien, et si tout ça n'était qu'une illusion? Alors, allons-y. Plongeons là-dedans et démontons ensemble ce mythe du mot à mot. On va vite voir qu'il ne tient pas vraiment la route face à la réalité des langues. Prenons un exemple tout simple. Poser un lapin. Si on traduit ça littéralement en anglais, to place a rabbit, ça n'a absolument aucun sens. C'est même complètement absurde. C'est bien la preuve que le sens ne se trouve pas dans les mots isolés, mais dans l'expression entière, dans sa culture. Et c'est là que ça devient intéressant. Si on ne peut pas se fier à ce remplacement direct, alors comment ça marche vraiment? C'est la question clé. Passons du problème à la solution. Alors, quel est le secret des bons traducteurs? La première étape, c'est de comprendre ce qui se passe dans leur tête avant même qu'un seul mot de la langue cible ne soit écrit. C'est un processus cognitif presque invisible. Ce processus porte un nom, la déverbalisation. En gros, les traducteurs experts ne remplacent pas des mots. Ils font fondre la phrase originale pour en extraire l'idée pure, le concept, totalement détaché de sa formulation de départ. Regardons ces 3 étapes. 1. Comprendre l'idée. 2. La déverbaliser, c'est-à-dire la détacher des mots. Et 3. La réexprimer. C'est cette deuxième étape qui est cruciale. C'est là que la magie opère. Il ne s'agit pas de construire un pont entre des mots, mais de transférer une pensée pure d'un esprit à un autre. C'est une opération mentale invisible, mais absolument fondamentale. Bon, d'accord. Le concept est saisi, l'idée est extraite. On pourrait penser que le plus dur est fait. Mais en réalité, c'est là que le vrai défi commence. Le traducteur se retrouve face à un choix stratégique fondamental. Et voilà le dilemme au cœur du métier. Est-ce qu'on doit conserver l'étrangeté, la couleur locale de l'original, au risque de dérouter le lecteur? Ou au contraire, faut-il tout adapter pour que le texte soit le plus fluide et naturel possible? Faut-il amener le lecteur à l'auteur ou l'auteur au lecteur? Ce dilemme donne naissance à 2 grandes approches. D'un côté, la traduction sourcière. On garde des références culturelles d'origine, comme conserver le mot Allah dans une traduction du Coran. Ça préserve l'authenticité. De l'autre, l'approche cibliste, où on adapte tout pour le public d'arrivée, comme traduire Monsieur le Président par Mr. President. La fluidité avant tout. Le choix dépend entièrement de l'objectif du texte. Maintenant, ce qui est passionnant, c'est que pour naviguer entre ces 2 pôles, les traducteurs ont toute une boîte à outils de techniques qu'on appelle obliques. Ce sont des sortes de coups spéciaux. L'une de ces techniques, c'est la modulation. C'est un petit changement de point de vue, une façon de décrire la même réalité, mais sous un angle un peu différent. Un angle qui sonnera plus juste, plus familier dans la langue d'arrivée. Par exemple, en anglais, on dit très simplement « you are right ». La traduction littérale « tu as raison » existe bien sûr en français et elle est parfaitement correcte. Mais bien souvent, dans une conversation en français, il sera plus naturel de dire « tu n'as pas tort ». Vous voyez, c'est un passage d'une affirmation positive à une double négation. Le sens final est le même, mais la perspective, la couleur du propos a subtilement changé pour mieux coller aux habitudes de la langue. C'est ça, la modulation. Et puis, il y a la technique la plus audacieuse, l'adaptation. Là, on construit un véritable pont culturel. C'est ce qu'on fait quand la référence originale serait tout simplement incompréhensible ou n'aurait aucun impact sur le nouveau public. Regardez cet idiome arabe. Littéralement, il signifie « une seule main ne peut applaudir ». C'est très poétique, on comprend l'idée, mais ça peut sonner un peu étrange. Avec l'adaptation, on va chercher l'équivalent fonctionnel, et ça donne « unity is strength », l'union fait la force. On perd l'image de la main, c'est vrai, mais on gagne en impact. Le message principal est transmis avec la même évidence que dans la langue originale. Tout ça nous amène à une conclusion inévitable. Il faut complètement revoir notre image du traducteur. On peut oublier le cliché du simple passeur de mots. Non, le traducteur aujourd'hui, c'est bien plus que ça. C'est un spécialiste de la langue, évidemment, mais c'est aussi un médiateur interculturel, un créatif qui trouve des solutions, un expert en technologie qui manie des outils complexes. Certains parlent même d'un ingénieur en communication multilingue, multimédia. Ça change la perspective, n'est-ce pas? Donc, si on doit retenir une seule chose, c'est celle-ci. Le but ultime n'est pas de trouver une équivalence de mots, mais une équivalence de fonctions. Il faut que le texte traduire fonctionne dans son nouvel environnement aussi bien, aussi efficacement que le texte original fonctionnait dans le sien. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à une dernière question. Une réflexion sur notre propre langue. En voyant à quel point les langues découpent la réalité différemment, on peut commencer à se demander quelles règles, quelles visions du monde sont cachées dans notre propre façon de parler sans même qu'on s'en rende compte.